On a vu dans la section précédente que dans un univers homogène et isotrope, la métrique a la forme suivante. C'est la métrique de Friedmann-Lemaitre. Cette métrique comporte un facteur d'échelle R qui est fonction du temps et qui n'est pas déterminé par les conditions de symétrie imposées à la métrique, à savoir l'isotropie et l'homogénéité de l'espace. Il faut donc, pour déterminer le facteur d'échelle, utiliser les équations d'Einstein et utiliser un modèle pour le contenu matériel de l'univers. On va supposer ici qu'on a un fluide parfait, et ce fluide parfait nous donne une expression pour le tenseur énergie-impulsion, et on va appliquer les équations d'Einstein qui sont ici, je les reproduis, et j'ai utilisé la forme des équations d'Einstein qui met la trace, qui fait intervenir la trace du tenseur énergie-impulsion. Il y en a une autre qui fait intervenir la trace du tenseur de Ricci, non, mais c'est celle-là qui est pratique pour nous. Et j'ai aussi inclus la constante cosmologique qui va jouer un rôle important plus tard. Donc, le but de cette première sous-section est de démontrer les équations suivantes. Ce sont les équations de Friedmann-Lemaitre. Ce sont des équations différentielles couplées pour le facteur d'échelle R, une équation impliquant la dérivée seconde de R ici et le carré de la dérivée première ici. Donc, commençons par le tenseur énergie-impulsion. On a vu dans l'annexe E que pour un gaz, pour un fluide parfait, je devrais dire, dans l'espace-temps de Minkowski, ça a la forme suivante. Donc, ρ, PPP, pression et densité d'énergie. Pression, densité d'énergie. Et ça, c'est dans le référentiel du milieu. Donc, ça suppose que la quadrivitesse du milieu a en moyenne cette forme. On va plutôt utiliser la forme suivante ici, qui est appropriée à notre problème. Alors, en quoi est-elle différente? Bien, si on prend cette forme et qu'on substitue ici la quadrivitesse du milieu pour ça, et qu'on se place dans l'espace de Minkowski, c'est exactement équivalent. Par exemple, pour la composante I égale 0, J égale 0, donc on aurait 1 ici, et 1 ici, donc on aurait ρ plus P moins P, donc ρ. Pour les composantes spatiales, évidemment, ça ne contribue plus à cause de cette forme, mais on aurait simplement moins P fois G IJ, donc qui donne pour la diagonale dans l'espace de Minkowski simplement moins 1, donc on aurait P 3 fois. D'accord? Donc c'est équivalent à ça dans l'espace de Minkowski. Cependant, c'est une espèce de généralisation qui est aussi un tenseur. Donc pourquoi avoir écrit GIJ ici? C'est important. Si je mets des quadrivitesses ici, ça me prend un tenseur dans les deux termes. Et donc ce qui ne dépend pas des quadrivitesses ici, la seule chose que je peux inscrire, c'est GIJ. En fait, quand on spécialise cette forme maintenant au référentiel du milieu, mais dans une métrique qui n'est pas tout à fait Minkowski, dans cette métrique ici, eh bien, j'aurai, en abaissant les indices, simplement cette forme. Donc, c'est équivalent à ça ici. Et je vais simplement supposer que la quadrivitesse a la forme qui est ici. Donc, je mets ici des delta de Kronecker. Donc, étant donné cette forme, donc la trace ici se calcule facilement. On a simplement à élever l'un des indices et à faire la somme. Donc, ici, en élevant l'indice, j'aurai le carré de la quadrivitesse qui est égal à 1. Donc, j'aurai simplement ceci. Et ici, j'aurai la trace de G qui est donnée par 4. Donc, j'aurai moins 4P. Donc, j'ai au total ceci. Voilà. Donc, j'ai l'expression nécessaire pour cette quantité que je reproduis ici. Je spécialisé aux composantes 0, 0 et 1, 1. Ce sont les deux seules composantes qui vont vraiment être importantes dans ce qui suit, parce qu'il y a redondance avec les composantes 2 et 3. Donc, tout ce que j'ai fait ici, c'est appliquer l'équation qui est en haut, me rappeler bien sûr que la forme de GIJ ici est donnée par la métrique qui est ici. Donc, le G11, c'est moins R carré fois ça ici, G11. Donc, c'est pour ça qu'à partir de ça, ici, j'ai obtenu cette expression pour la composante 1,1. Il va maintenant falloir calculer les composantes du tenseur de Ricci. Ce n'est pas une mince affaire. Encore une fois, on se sert de SymPy pour le faire. Donc, c'est du calcul automatique
je vais dans SymPy et j'entre cette valeur, cette forme de la métrique, et j'obtiens, sans effort, les composantes qui sont ici. D'accord? Donc, je n'ai pas l'intention d'aller dans le détail, c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même assez facilement. Et donc, je pourrais appliquer, écrire ces fameuses équations d'Einstein, ici, composante par composante. Donc, je vais prendre ici la composante 0, 0. Donc, 0, 0 veut dire que j'aurai ça ici, que je mets là, et j'aurai ça ici, ok? Qui va apparaître ici, et j'ai le moins lambda, ok? Ici. Parce que, bien sûr, G0, 0 est égal à 1. Donc, j'ai une première équation, et je peux simplement isoler R2 points en multipliant par R divisé par moins 3, et j'obtiens cette équation. C'est la première des équations de Friedmann-Lemaitre. C'est cette équation-ci, c'est la même chose. Donc ça, c'est pas trop dur à démontrer. L'autre composante, la composante 1, 1, eh bien, encore une fois, je substitue cette valeur de R1, 1, je la mets ici, et de l'autre côté, j'ai ça ici. Okay? Donc je répète ça, et j'ai la constante cosmologique avec la différence que maintenant j'ai G11 qui apparaît, donc qui est moins R carré sur 1 moins KR carré, comme ceci. Je multiplie, bon, je peux éliminer les facteurs de 1 moins KR carré, fort heureusement, et donc j'ai simplement cette forme plus simple qui en résulte, et je vais, dans cette équation, il y a la deuxième dérivée R, 2 points, qui apparaît dans la première équation qu'on vient de démontrer tout à l'heure. Donc, je vais prendre cette expression, la mettre là-dedans, hop, et je vais simplifier. Et quand je simplifie, j'obtiens, encore une fois, je vous laisse vérifier les détails, j'obtiens ceci, okay, qui est une équation donc indépendante. Ce sont deux équations qui sont indépendantes. Et si on faisait le même calcul pour les composantes R22, R33, eh bien, on trouverait en fait les mêmes équations. Il y a de la redondance dans ces équations-là. D'accord. Et les composantes hors diagonales des équations d'Einstein sont égales. Hein? C'est comme 0 égale 0, donc c'est pas intéressant. Une fois qu'on a les équations de Friedmann-Lemaitre, on serait tenté d'essayer de les résoudre. Cependant, il nous faut connaître ρ et P, densité et pression, et en particulier comment ces quantités dépendent du temps. Pour avoir cette information, on pourrait appliquer la loi de conservation de l'énergie qui prend la forme d'une dérivée covariante nulle pour le tenseur énergie-impulsion. Mais en fait, on n'a pas besoin de prendre cette voie. On peut simplement se servir des équations de Friedmann-Lemaitre elles-mêmes. Elles contiennent en fait de l'information sur la variation de la densité par rapport au temps. Et ça s'obtient de la manière suivante. Je prends la deuxième équation et je la dérive par rapport au temps. Donc, j'obtiens ici 2 fois R point fois R2 point, comme ici, voilà. Et donc, j'ai les différents termes. Par exemple, ici, j'aurais une dérivée qui s'applique sur ρ, une qui s'applique sur R, donc j'aurais un terme comme celui-ci, ce terme-là, et le dernier ici avec une dérivée de R carré. D'autre part, vu que ça me donne 2 fois R point fois R2 point, je peux substituer pour R2 point ce que j'ai en haut ici, la première équation. Et j'obtiendrai cette forme. Donc ces deux quantités ici, 1 et 2, sont égales. En particulier, la deuxième, je peux simplement multiplier au travers et j'aurai bien sûr cette forme ici. C'est plus facile pour la prochaine étape qui consiste à soustraire ceci de cela, ou enfin si on préfère on peut soustraire ceci de cela, donc j'obtiens ici en soustrayant par exemple les termes qui sont en ρ fois R point, j'aurai ici 16 pi sur 3 et j'aurai ici moins 8 pi sur 3, ce qui fait quand je soustrais 16 plus 8, 24 pi sur 3, ce qui me donne 8 pi, donc j'aurai ce terme là, et bon je vous fais grâce du reste mais ça se fait de la même manière. Et voilà, donc je peux maintenant, à partir de cette relation, simplement diviser par 8 pi r, donc j'obtiens cette équation-ci, et encore une fois diviser par r, et j'obtiens celle-ci qui est la même que j'ai encadrée ici. Donc j'ai une équation qui est une conséquence donc, de ces deux équations,
en fait, naturellement, cette équation n'est pas indépendante de ces deux équations-là. On pourrait quasiment dire qu'une de ces deux équations suffit, et si on l'accompagne de celle-ci. Mais cette relation me donne donc la façon dont la densité varie en fonction du temps. Ce qui me manque, bien sûr, après ça, comme on va le voir plus tard, c'est une équation d'état. Donc, il faut que je puisse relier densité et pression. Mais ça, c'est une condition, l'équation d'état, qui est respectée à chaque instant. On est en état de quasi-équilibre, disons. Donc, on pourrait appliquer l'équation d'état. Donc, une relation entre ρ et P à chaque instant. Différentes façons d'écrire la même équation. Ici, on pourrait multiplier par R cube. Donc, je multiplie par R cube et j'obtiens ça ici. Et de l'autre côté, j'aurai ça. OK? Donc, bien sûr, j'ai détaché les deux termes, celui qui dépend de ρ, celui qui dépend de P. Et quand je fais ça, je peux donc combiner ces deux premiers termes comme étant la dérivée par rapport au temps de ρ fois R cube. Et ça me donne ce dernier terme ici avec un signe opposé. Donc, cette façon d'écrire, je la reproduis ici, c'est-à-dire que je peux... donc, enfin, je vais me servir de ça pour maintenant écrire la même équation, mais en fonction d'une dérivée par rapport à R et non pas par rapport au temps. D'accord? Donc, la dérivée par rapport à R majuscule, parce que R est fonction du temps, donc c'est comme un changement de variable. La dérivée par rapport à R majuscule serait donnée par la dérivée par rapport à T divisé par R point. Donc, on voit bien que cette dérivée ici étant donnée par ça, si je divise par R point, j'obtiens simplement ceci, et voilà, j'ai une forme maintenant différente de la même équation, mais de laquelle j'ai évacué le temps. Je n'ai que la dépendance en fonction de R qui apparaît ici. Bon, alors, on a besoin pour progresser, comme on l'a mentionné, d'une équation d'état, qu'on va prendre ici comme étant P est proportionnel à densité d'énergie. Pression égale constante, que j'appelle W, fois densité d'énergie. Est-ce que c'est applicable au cas pratique? Eh bien, ces cas pratiques sont résumés ici. Si j'ai donc de la poussière stellaire, donc c'est un système où j'ai essentiellement un gaz assez dilué, un gaz de particules sans interaction, dans ce genre de gaz, la pression est nulle. Essentiellement, donc, tout ce qui compte, c'est la densité d'énergie, qui est la densité de masse. Ça revient à écrire, ça revient à écrire W égale 0. Donc, c'est un cas particulier, où la pression est nulle. Un gaz non relativiste, c'est la même chose, en fait. Un gaz non relativiste de particules de masse M. La loi des gaz parfaits s'applique, bien sûr. Donc, on a PV, P fois volume, égale nombre de particules fois KBT, comme on l'a vu. Et P, donc, est proportionnel à ρ, avec une constante donnée par la température et la masse. Et donc, on aurait ici simplement... j'ai la masse ici. Pourquoi est-ce que la masse intervient? Parce que ρ ici est une densité d'énergie. Donc, pour avoir la densité de particules, il faut que je divise par la masse, parce que leur énergie est donnée par la masse. Et donc, j'aurais W ici, qui est simplement la température, KBT, divisé par la masse. Et donc, si on est dans un système froid, enfin, la température est basse en rapport avec l'énergie de masse, mais c'est sûr que W est égal à 0, très, très petit, donc ça revient au problème de la poussière stellaire. Donc là aussi, on est couvert par cette équation d'état général. Pour un gaz de particules ultra-relativistes, on a vu dans l'annexe que la relation entre pression et densité d'énergie est donnée par ça. P est égal à 1 tiers ρ, donc W égale 1 tiers. Enfin, l'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est une façon de se représenter la constante cosmologique. Et donc, la constante cosmologique peut être entrée dans ce système et être donc considérée non pas comme un terme supplémentaire des équations d'Einstein, mais comme une forme de source d'énergie, si on veut. C'est une façon de l'interpréter. Et on peut montrer facilement que dans ce cas, la pression est négative. Pression est opposée à densité, ce qui veut dire W est égal à moins 1. Il y a plusieurs façons de le voir. On pourrait simplement retourner aux équations de Friedmann-Lemaitre, supposer qu'il n'y a pas de constante cosmologique, donc on met lambda égale 0, et après on la réintroduit simplement en modifiant la densité d'énergie, en lui ajoutant lambda sur 8pi,
et en soustrayant à la pression exactement la même chose. Donc c'est comme si on ajoutait une composante lambda sur 8π à la densité d'énergie en soustrayant la même chose à la pression et on obtient les équations de Friedmann de Lemaitre. Donc ça démontre cette forme ici. On pourrait aussi le constater directement à partir de la forme, bien sûr, du tenseur métrique, si je recule suffisamment ici. Donc j'ai une contribution ici à TIJ moins une demi-GIT qui est donnée par ça, une constante. Donc en fait, on peut voir en regardant la trace et en comparant avec cette forme que ça correspond bien à une densité d'un signe et une pression qui a le signe opposé. Donc ces quatre possibilités rentrent et nous permettent d'écrire cette équation ici à partir de celle que j'avais précédemment. Donc j'ai remplacé P par W fois ρ. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation? Assez facilement, oui. Il suffit de définir la variable ρ r cube comme ceci. Donc j'aurai la dérivée de U par rapport à R serait donnée par moins 3W fois U divisé par R. Donc je peux séparer les variables ici. Donc je pourrais mettre le U au dénominateur ici, le R au numérateur, et donc j'intègre et j'obtiens que le log de U est donné par moins 3W fois le log de R, plus une constante bien sûr, ce qui nous donne une relation de puissance entre U et R. U est proportionnel à R à la moins 3W. C'est donc que je pourrais écrire ρ est proportionnel à R à la moins 3 fois moins 3W, parce que si je multiplie par R cube, j'obtiens U. Donc forcément, j'ai cette relation-là où la constante de proportionnalité, je vais simplement l'exprimer en fonction de la valeur courante, la valeur présente maintenant du facteur d'échelle et la valeur présente de la densité. Donc j'écrirai que ρ en fonction de R est donné par cette relation ici où ρ0 c'est la valeur actuelle de la densité et R0 c'est la valeur actuelle du facteur d'échelle. Bon, pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser pour W? En principe, j'ai un mélange de tout ça. J'ai du rayonnement, j'ai de la matière non relativiste, ou ce qu'on va appeler simplement de la matière, et j'ai de l'énergie sombre. Donc on va supposer que le fluide cosmique, si vous préférez, a trois composantes qui interagissent faiblement entre elles. Donc j'ai ces trois composantes, comme elles interagissent, je suppose, faiblement, eh bien l'énergie est simplement donnée par la somme des trois. Donc je pourrais écrire que la densité d'énergie a une contribution de la matière, du rayonnement et de l'énergie sombre. Même chose pour la pression, bien sûr. Et donc pour le tenseur énergie-impulsion en général, j'aurai cette somme. Donc si on applique ce raisonnement, c'est qu'on peut aussi appliquer cette solution à chacune des trois composantes séparément. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en raison de la valeur de W, donc j'aurai ici la solution pour la densité de matière. Comment ça s'interprète cette relation-là? Ça dit simplement que densité de matière va comme 1 sur R cube. Et donc, si on multiplie ρ par R cube c'est un peu comme le volume de l'univers. Prenons le cas d'un univers, disons, à courbure positive pour fixer les idées. ρ R cube serait constant. Ce qui veut dire que l'énergie de contenu dans l'univers serait constante. L'énergie matérielle, si vous voulez. Pour ce qui est du rayonnement, W étant égal à 1 tiers, on a une formule un peu différente, où j'ai une puissance 1 sur R à la 4 dans ρ. Pourquoi? Eh bien, c'est que les photons, si on pense à des photons, lorsque l'univers prend de l'expansion, ces photons se voient décalés vers le rouge, leur longueur d'onde augmente en proportion de R. Et donc leur énergie diminue en proportion de R, et c'est pour ça que on a un facteur R supplémentaire, donc la densité d'énergie va diminuer comme 1 sur R à la 4, parce que la fréquence diminue comme 1 sur R, et le volume augmente comme R cube. Enfin, la densité d'énergie sombre, elle est constante, tout à fait, c'est indépendant de R. W égale moins 1.
Bon, au total, on aurait une densité d'énergie qui varie de cette manière en fonction du temps, où j'ai introduit maintenant ce rapport, j'ai produit le rapport inverse en fait, donc R sur R0, qu'on appelle A, qui est fonction du temps. C'est juste une façon différente d'écrire le facteur d'échelle, mais en le normalisant par rapport à la valeur actuelle. Donc, évolution dans le temps, qui fait qu'au début, le rayonnement est très important. Si on recule dans le temps, on voit que si A est plus petit, bien cette quantité va être prédominante. Ensuite, à un moment donné, cette partie de l'énergie, en fait, cette composante du fluide va devenir moins importante que la matière non relativiste. Et enfin, si on attend suffisamment longtemps, eh bien, le terme constant ici va dominer. Si on retourne maintenant un instant à l'énergie du rayonnement, donc l'énergie du rayonnement fossile est caractérisée par une température. Cette densité d'énergie en relation avec la température donc, est donnée par cette relation. C'est la loi de Stefan Boltzmann qui nous l'affirme. Donc, densité de rayonnement donnée par une expression qui est proportionnelle à la 4e puissance de T. Et comme on sait que dans le cas du rayonnement, on a une évolution dans le temps qui va comme l'inverse de la 4e puissance de R ou de A, on est mené à cette conclusion que la température du rayonnement fossile diminue en raison inverse de A. Donc, si maintenant le rayonnement fossile est à une température de 2,7 degrés Kelvin, eh bien, on peut en conclure que lorsqu'il s'est découplé de la matière, c'est-à-dire lorsque les atomes se sont formés, le plasma, électron, noyau a disparu et les atomes se sont formés, sont devenus des états liés d'électrons et de noyaux, eh bien, à ce moment-là, le rayonnement, les photons qui n'ont pas les bonnes fréquences pour être émis ou absorbés par les atomes se sont découplés du reste. Et ça s'est produit, bien sûr, typiquement à des températures qui correspondent à l'ultraviolet, donc des températures extrêmes, qui sont 1 million de fois plus grandes que 2,7 degrés Kelvin. Et donc, on peut dire que l'univers s'est contracté d'un facteur 1 million à peu près depuis ce temps-là. Il a pris l'expansion par un facteur 1 million depuis que le rayonnement fossile existe. On va s'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue et on continuera dans une prochaine vidéo avec le reste de la section. Merci de votre attention.